Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, l'épisode 2 des 5 secrets d'horreur les plus effrayants. Alors c'est pas les plus effrayants selon moi, ce sont les plus malaisants, ceux qui ont le plus marqué la communauté de Reddit. J'espère que ces secrets d'horreur vous apporteront quelques frissons. On se trouve actuellement au lendemain de la vidéo du petit challenge des commentaires pour ceux qui l'ont vu. Et déjà je voulais vous dire un très grand merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Quand je tourne la vidéo il est à peine 10 h du matin et vous avez déjà tout cassé. Pour le moment il y a à peu près 600 commentaires, c'est juste incroyable, merci du fond du cœur pour tous les messages que vous avez laissés et je vous propose qu'on récidive le petit jeu sur cette vidéo. N'hésitez pas donc à commenter, que la communauté silencieuse de la chaîne se dévoile. De nouveau, n'hésitez pas à me dire encore une fois comment vous allez, si vous avez une histoire que vous avez préférée qui vous a plus marqué qu'une autre. Vous pouvez également me dire quel est le type d'histoire que vous préférez, le paranormal, les trucs avec les stalkers, n'hésitez pas. J'ai quelque chose d'assez intéressant qui va arriver sur la chaîne prochainement, plusieurs même, et j'espère que ça vous plaira. Également, n'hésitez pas à laisser un j'aime si ce type de format-là vous plaît. N'hésitez également pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vraiment, c'est grâce à tous vos abonnements qu'on pourra arriver petit à petit aux 200 000 abonnés. Et un jour, peut-être, on croise les doigts, au fameux 1 million, ça c'est vraiment le Graal. Déjà je suis très heureux du parcours fait jusque là et rien ne serait possible sans vous, donc merci vraiment du fond du cœur. Tout cela ne serait pas possible sans vous. J'espère que vous êtes bien installés et on est parti pour se plonger dans cette première histoire. La première histoire que je vais vous raconter sera l'histoire de Sophia. Pour contextualiser un petit peu les choses, Sophia nous dit qu'elle vient d'Europe et qu'elle est retournée aux États-Unis alors qu'elle avait à peu près 14 ans pour continuer ses études au lycée. Et pour se présenter un petit peu, elle nous dit que dans l'école où elle se trouvait avant d'aller aux États-Unis, il y avait un règlement strict en termes de vêtements. Elle avait un uniforme, donc chez elle, pour des événements plus personnels, pour la vie de tous les jours, elle avait que très peu de vêtements. Donc une fois qu'elle a commencé à étudier aux États-Unis, eh bien elle n'avait que très peu de vêtements pour aller à l'école. Du coup, elle s'habillait un peu souvent de la même manière, c'est-à-dire soit avec une robe ou alors avec une longue jupe et un bandeau dans les cheveux. En termes de personnalité, c'était quelqu'un d'assez timide qui avait du mal à se faire des amis parce que la discipline dans son établissement précédent était de rigueur. C'était travail, travail, travail et peu de place au plaisir. Donc aux États-Unis, là où l'environnement scolaire était beaucoup plus détendu, elle avait du mal à trouver sa place dans un premier temps. Et d'ailleurs, dans la ville où elle a emménagé, les gens étaient assez, pas malveillants, mais discriminants, si on peut dire ça comme ça, envers ceux qui venaient de l'étranger. Donc Sophia se sentait assez différente de par son accent, de par sa manière d'être, donc elle avait du mal à trouver sa place. Néanmoins, bien qu'il y ait tout cela, elle a quand même réussi à se faire quelques amis. Joe, Nathan et Kenny. Joe était quelqu'un qui vivait assez loin de l'école, il prenait le même bus que Sophia, et c'est pour dire, c'était toujours lui le premier dans le bus à rentrer, et c'était le dernier à en sortir, tellement là où il vivait se trouve loin de l'école. Sophia nous dit que son planning est plutôt régulier. Le matin, elle prend le bus pour aller à l'école, elle s'assoit à côté de Joe qui est déjà là, ils parlent ensemble, ensuite Nathan et Kenny les rejoignent, une fois arrivés à l'école, ils passent un peu de temps ensemble et ensuite ils vont chacun à leur cours respectif. Le midi, tous les amis mangent ensemble et le soir, Nathan et Kenny sont récupérés par leurs parents et Joe et Sophia, eux, reprennent le bus pour rentrer. Elle ne sait plus vraiment comment ça s'est passé, mais Joe et Sophia ont commencé à se fréquenter de manière un peu plus intime. En soi, leur relation n'a pas réellement changé parce qu'ils étaient déjà très complices, mais en gros, ils font des trucs de jeunes couples, c'est-à-dire qu'ils se donnent la main, ils sont un peu plus tactiles, ce genre de choses. Sophia est assez heureuse dans son couple, Joe est quelqu'un de vraiment super, qui fait très attention à elle. C'était, selon le terme de Sophia, un vrai gentleman. Là, en écoutant cette histoire, vous vous dites, mais où ça va foirer? La situation dure pendant quelques semaines et tout se passe bien. Le seul petit couac dans cette relation, c'est que mis à part à l'école, Joe et Sophia n'arrivent pas vraiment à se voir. Parce que Joe habite très loin, donc une fois que l'école est terminée, il prend le bus, il rentre à la maison, et ils ont du mal à se voir en dehors de l'école, donc en fait, le principal lieu où ils interagissent ensemble, c'est l'école. En plus, la mère de Joe était quelqu'un d'assez intrusive, donc elle refusait toujours que Joe et Sophia se voient en dehors de l'école. Et Sophia a remarqué certaines choses, d'ailleurs, par rapport à la mère de Joe. C'est que de temps en temps, Joe avait des traces de bleu, de coups, sur lui. Mais Joe disait à chaque fois que c'était à cause de ses frères, qu'ils se chamaillaient entre eux et que c'était à cause de cela qu'il avait des marques sur le corps. Et évidemment, étant jeune et un peu naïve, Sophia croit à ce que Joe lui dit, pourquoi elle en douterait. Un jour, alors qu'il n'y a qu'une demi-journée d'école de prévu, Joe propose
à Sofia de passer l'après-midi chez elle. Sofia est très contente, ses parents eux ne voyaient aucun problème à cela, et plus tard dans l'après-midi, ils étaient même ok, ils lui avaient déjà proposé de ramener Joe chez lui. Sofia était excitée, elle se disait enfin on va pouvoir passer du temps ensemble en dehors de l'école, sauf que le jour J, problème. Un des frères de Joe a entendu parler de ce qui était prévu et il a tout raconté à la mère. La mère a appelé l'école directement, elle a demandé à avoir Joe au téléphone et elle lui a dit de rentrer à l'heure à la maison dès que l'école était terminée, sinon il allait connaître un monde de souffrance. Évidemment, dit comme ça, tout le monde pense que c'est quelque chose d'assez imagé, quelque chose de métaphorique, alors que dans la réalité des choses, il était probable qu'elle soit très premier degré vis-à-vis de ces termes. Donc, assez déçu, Joe et Sofia reprennent le bus pour rentrer, mais Joe n'en démord pas, il dit t'inquiète pas, je vais tout faire pour venir. Il dit à Sofia de rentrer à la maison, que lui va rentrer chez lui, parler à sa mère, et qu'il allait revenir derrière, reprendre un autre bus pour aller la voir, et faire ce qui était prévu. Sofia était assez embêtée, elle avait vraiment très envie de passer un peu de temps avec son petit ami, et Joe l'a rassurée en l'embrassant sur la joue et en lui disant que tout irait bien. Il disait que il allait être là dans 1 heure, ou 1 heure et demie. Donc assez rapidement, juste histoire de parler à sa mère et de revenir. Donc Sofia rentre chez elle, et elle attend. Elle attend, encore et encore. Le temps passe, elle n'a aucune nouvelle de Joe. À un moment donné, elle va même promener son chien, elle rentre à la maison, et elle attend toujours pas de nouvelles. Elle pense à l'appeler pour savoir où ça en est, sauf qu'elle se ravise rapidement, parce qu'elle s'est souvenue qu'elle avait déjà une fois appelé Joe, que sa mère avait répondu, et qu'elle s'était faite incendier. Donc non, elle n'allait pas l'appeler. Donc son attente se prolonge jusqu'au moment où le soleil commence à se coucher, et finalement, Joe ne vient pas. Sofia est déçue, elle aurait aimé passer du temps avec son petit ami, ce qui peut se comprendre évidemment, mais elle se dit également que c'est peut-être mieux comme ça. Non pas qu'elle commençait à douter de ses sentiments avec Joe, mais elle se dit que c'est peut-être mieux comme ça, que les choses se passent petit à petit, et éviter que Joe ait des problèmes avec sa mère. Donc la soirée arrive, et elle passe la soirée à peu près comme d'habitude. Le lendemain matin, comme d'habitude, Sofia se dirige pour prendre le bus. Elle prend donc le bus, et dès qu'elle monte, elle remarque que celle qui conduit le bus, une vieille dame, la regarde avec des yeux larmoyants, comme si elle s'apprêtait à pleurer. Sofia évidemment le remarque, elle se pose quelques questions, elle se dit qu'est-ce que j'ai fait pour mettre cette personne mal à l'aise, mais elle se dit que peut-être en fait juste la personne passait une mauvaise journée et que ça n'a rien à voir la concernant, donc elle décide d'aller vers le fond du bus là où était assis normalement Joe. Sauf que cette fois-ci, Joe n'est pas là. Il n'est pas là et ses frères qui prenaient le bus également n'étaient pas là non plus. C'était assez étrange, mais Sofia se dit que peut-être leur mère a décidé cette fois-ci de les emmener à l'école elle-même. Le trajet se passe plutôt normalement, et à un moment, dans une zone boisée, le bus s'arrête sur le bas-côté. Le bus s'arrête parce que la conductrice ne se sent plus en état de conduire. Elle lâche tout, elle avait l'air d'avoir les yeux qui allaient se mettre à pleurer quand Sofia est rentrée dans le bus, là, les larmes coulent. Sofia se dit que ça va passer, donc elle décide de regarder par la fenêtre et elle voit une voiture de police avec 3 policiers qui en sortent. La conductrice est emmenée dans un des véhicules de police, un policier prend le volant et un autre s'assoit dans le bus à côté de Sofia. Sofia s'est dit qu'elle était peut-être concernée par quelque chose, mais finalement le trajet se poursuit normalement, elle parle avec le policier qui était très sympathique, donc rapidement elle se dit qu'en fait non, il ne se passe rien. Le bus arrive à l'école, Sofia retrouve ses amis comme d'habitude, les policiers vont dans l'école, dans le bureau du proviseur, et Sofia remarque que Joe n'est pas là. Elle se dit que peut-être il est malade, mais elle espère en tout cas que tout va bien, qu'il viendra peut-être plus tard dans la matinée, et elle va ensuite en classe comme d'habitude. Alors qu'elle est en classe, le professeur lui donne un message. Un message qui indique qu'elle doit se rendre dans le bureau du proviseur tout de suite. Sofia se dit que c'est peut-être par rapport à un devoir, mais pourquoi la faire sortir en période de cours et pas entre les cours si c'est juste pour un devoir? Donc elle y va, et dans le bureau du proviseur il y a le proviseur, la police et l'équivalent d'un CPE. Elle se sent un peu comme un lapin en cage, elle pense qu'elle a fait quelque chose de très grave, donc elle se pose plein de questions, et c'est là qu'on lui raconte quelque chose. La nuit précédente, quand Joe est rentré chez lui, Joe a parlé à sa mère, il lui a dit qu'il comptait aller voir Sofia, et que sa décision était prise. Évidemment, la mère était totalement contre cette décision, donc ils se sont disputés. La mère, énervée, a commencé à en venir aux mains avec son fils, ce qui n'était pas une grande première. La mère était violente envers Joe depuis quelques temps maintenant, et ensuite Joe
est allé se coucher. Toute la nuit, il a planifié quelque chose. Ce qu'il a planifié, c'était de mettre fin à la vie de sa mère. Donc le lendemain, au réveil, il s'est emparé d'un couteau de boucher qui se trouvait dans la cuisine. Il est ensuite entré dans la chambre de sa mère et il l'a poignardée pendant qu'elle dormait. En poignardant sa mère, la mère, de par la douleur, s'est réveillée, elle a essayé de se défendre, elle criait. Les cris ont alerté les frères de Joe qui attendaient le bus à l'extérieur de la maison et inquiets, ils se sont précipités dans la chambre. Ils ont voulu arrêter Joe et le jeune garçon, dans sa folie meurtrière, a coupé un de ses frères au niveau de la paume de la main et un autre s'est fait poignarder au niveau de l'intestin. La mère, qui était encore en vie, a appelé la police. Les frères, eux, ont essayé de s'enfuir, l'un était en sang dans l'allée de la maison, un autre a couru aussi loin qu'il le pouvait. Au moment où on raconte tout cela à Sophia, Joe était encore recherché. Sophia est donc renvoyée chez elle, parce qu'étant proche de Joe, la police suppose qu'il va peut-être essayer de la contacter, peut-être de lui faire du mal, sachant qu'il a totalement sombré dans la folie. Elle est raccompagnée par la police, et chez elle, Sophia s'est allongée, repensant à tous ces événements. Elle allume la télévision et elle est tombée devant un journal télévisé, présenté en urgence, qui montrait la cavale du jeune garçon, qui a finalement été arrêté par la police. C'est donc à la télévision que Sophia a vu pour la dernière fois celle qu'elle aimait, Joe. Ce qu'elle sait, c'est que Joe a plaidé coupable pour le meurtre de sa mère qui a perdu la vie, suite à l'attaque au couteau. Il a écopé d'une peine de prison très lourde, d'une part pour le meurtre de sa mère, mais également pour l'agression de ses frères. Et c'était pas là que l'histoire s'arrête totalement. Sophia a reçu des lettres de Joe, où il écrivait qu'il avait fait ce qu'il avait fait pour elle, et qu'il ne regrettait rien. Il disait qu'ils seraient ensemble pour la vie. Sophia n'a jamais répondu à ces lettres. À un moment donné, elle a déménagé, et c'est suite à ce déménagement qu'elle a arrêté de recevoir les lettres de Joe. Aujourd'hui, Sophia est mariée, elle a totalement tourné la page sur tout ce qui s'est passé, elle est heureuse dans sa vie, mais elle sait que Joe aura le droit à une liberté conditionnelle. Peu de temps après, un certain temps après qu'elle raconte son histoire, et elle se pose des questions qui l'empêchent parfois de dormir la nuit. Elle se dit, et si Joe ne m'avait jamais oublié, et qu'il tentait de me revoir, des années après qu'il ait commis le pire acte. C'est là que le témoignage de Sophia s'arrête. C'est un témoignage très fou. D'un côté, un témoignage horrible parce qu'on parle quand même de meurtre, et d'un autre côté, un témoignage assez triste parce qu'on sait ce que Joe a vécu. Et je pense qu'on ne peut pas nier le fait que les abus qu'il a subis ont d'un côté impacté la décision qu'il a prise, c'est-à-dire celle de tuer. Après, évidemment, est-ce qu'il aurait dû en arriver au meurtre? Pas du tout. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas une finalité en soi. Et je pense aussi aux frères de Joe, qui déjà ont été blessés dans les événements, qui ont perdu leur mère, mais également leur frère. Sophia également a dû passer pas mal de temps à ruminer tout ce qui s'est passé. Ça doit être dur comme sentiment de se dire qu'on a aimé quelqu'un qui tue des gens. Quelqu'un qui peut être aussi froid que ça. Je pense notamment à des personnes qui ont été en couple avec des tueurs en série par exemple. Maintenant je vais vous présenter le témoignage d'Emma. Emma nous dit qu'elle vivait en Californie, qu'il était aux alentours des 2 h du matin. Elle était chez un ami, dans une banlieue résidentielle plutôt sécurisée, donc elle ne se sentait pas du tout en danger. Elle était avec cet ami, il bavardait, il buvait un coup, et vous savez, quand on passe de bons moments, le temps a tendance à passer très vite. Dans les moments de flip, 1 minute correspond à 2 heures, dans les bons moments, 1 heure correspond à 1 minute. Ce soir-là, Emma avoue avoir un peu trop bu. Son ami a voulu partir se coucher, donc Emma, titubant un petit peu, a décidé de rentrer chez elle. Elle aurait pu en soi dormir chez son ami, mais elle ne voulait pas déranger, donc elle a préféré partir. Ayant trop bu et étant venue en voiture, Emma décide de jouer la carte de la sécurité, et elle a bien raison. Elle décide de ne pas conduire en état d'ébriété. D'ailleurs, faites attention à vous, si jamais vous avez bu, ne prenez pas le volant. Elle décide donc d'aller vers sa voiture, de s'allonger sur la banquette arrière, et de prendre un petit manteau qu'elle avait là pour se couvrir, faire une petite sieste d'1 heure, et ensuite, une fois que elle se sente plus en confiance, que son état d'ébriété soit parti, là elle va prendre le volant et rentrer chez elle. Elle veut se camoufler un peu, elle veut pas qu'on remarque qu'elle dorme dans sa voiture. La rue où elle se trouve est plutôt sombre, donc elle se sent cette fois-ci un peu mal à l'aise quand même, mais ça va, assez en confiance pour se dire je dors 1 heure dans la voiture et après je pars. Et alors qu'elle est en train de penser à différents scénarios dans sa tête, c'est-à-dire qu'elle pense à la police qui pourrait arriver d'un coup et la surprendre en train de dormir, l'éclairant avec des pleins phares, ses pensées s'interrompent parce qu'elle entend des bruits de pas s'approcher.
Elle entend des bruits de pas qui sont de plus en plus forts, signe que la personne qui marche se rapproche, mais c'est pas des bruits de pas réguliers. Elle les entend, et ça s'arrête. Elle les entend de nouveau, ça s'arrête. Emma réfléchit à ce que ça pourrait être. Elle se dit que c'est quand même assez bizarre que quelqu'un marche de cette manière, et c'est là qu'elle comprend quelque chose, ou qu'elle pense comprendre quelque chose. Elle se dit qu'en fait, la personne qui est à l'origine de ces bruits de pas regarde à l'intérieur des voitures pour essayer d'en voler une. Ce qui expliquerait le fait qu'on entend des bruits de pas, il va vers une voiture, il s'arrête pour regarder, d'où le fait qu'il y ait un silence, il reprend sa route, etc. etc. Et alors qu'elle est en train de se dire tout cela, elle pose ses yeux sur une de ses vitres, et elle voit que l'homme est juste à côté de sa voiture. Sophia s'était un peu cachée de base, donc elle reste immobile pour donner l'illusion que la voiture est vide, sauf que l'homme lui dit « je te vois ». Mais il ne lui dit pas de la manière dont je viens de vous le dire. Il lui dit en imitant la voix d'un enfant. L'homme, lui, a l'air d'avoir 40 ans, donc vous en conviendrez, la situation est assez malsaine. Emma décide de ne pas réagir. Elle joue la morte parce que elle se dit que peut-être l'homme dit ça à chaque voiture pour voir s'il y a quelqu'un dans la voiture et que la personne réagisse, mais qu'en fait, il ne sait pas s'il y a quelqu'un ou pas. Donc Emma se dit, je fais la morte, je fais croire qu'il n'y a personne, et à force d'y croire, les autres vont le croire aussi. Emma reste donc figée, elle fait le moins de bruit possible, en retenant même sa respiration, et elle entend que l'homme fait le tour de la voiture, essaye d'ouvrir les portières, le coffre, pour voir s'il y avait peut-être une alarme. Et alors qu'il tire sur la poignée de la porte qui se trouve à côté de la tête d'Emma, il répète encore « je te vois ». Là, pour Emma, c'est clair, le ton est différent, il est plus agité. Elle comprend que l'homme l'a vraiment vu. Emma reste dans son rôle même si elle sait qu'elle est cramée, et elle entend comme du son de métal taper sur la vitre. Elle ne sait pas si c'est un couteau, un caillou qui est utilisé, des clés, un pied de biche. Elle ne veut pas regarder parce que ça dévoilerait directement qu'elle est là. Et l'homme va continuer de parler. Il va dire avec une voix basse et un ton assez posé « Je m'appelle Pokerface. Comment t'appelles-tu » Et alors qu'Emma était là, prête à accepter son sort et se dire qu'elle allait se faire tuer, peut-être qu'elle allait se faire même abuser, qu'on allait lui faire du mal, elle a entendu des bruits de pas s'éloigner. Emma est restée figée, totalement immobile d'une part pour ne pas montrer qu'elle était bien là, mais également paralysée par la peur, parce qu'elle se demandait ce que faisait cet homme-là, à regarder dans les voitures, quelles étaient ses intentions, mais ce qui est sûr, c'est que l'homme était parti. Emma a patienté pendant longtemps jusqu'à ce que le soleil pointe le bout de son nez. Et dès que les premières lueurs du jour se sont présentées devant elle, elle s'est mise sur le siège conducteur et elle est partie à toute allure. C'est là que le témoignage d'Emma se termine. Une rencontre édifiante. Qui était ce Pokerface? Était-il quelqu'un qui cherchait une victime? Était-il quelqu'un qui avait peut-être comme Emma trop bu et qui voulait juste faire peur? Ça, c'est tout le mystère de ce thread horror. J'en profite de cette petite interlude avant de passer à la troisième histoire pour vous rappeler le petit challenge de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est vraiment très important d'une part pour que je puisse voir qui vous êtes vous, ceux qui regardez la vidéo. Ce serait incroyable de réussir un jour à faire ce fameux une vue, un commentaire. Donc s'il vous plaît, vraiment jouez le jeu. J'ai vraiment envie de mettre un nom ou un pseudo derrière un chiffre, derrière le nombre de vues. Donc vraiment, c'est très important. Évidemment, comme vous le savez, ça aide également pour le référencement de la vidéo. S'il vous plaît, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est vraiment très important. Je compte sur vous. Et on est parti maintenant pour se plonger sur cette troisième histoire qui sera l'histoire de Caleb. Nous sommes au milieu de l'été et les parents de Caleb ont décidé de passer le week-end dans leur maison secondaire à Cape Cod. C'est une ville qui se trouve dans le Massachusetts. Ça se trouvait à 2 heures de route de là où vivait Caleb, donc pour les parents il n'y avait pas vraiment de souci de laisser Caleb seul à la maison pendant que eux allaient passer un week-end là-bas. La mère de Caleb avait tout prévu, elle avait cuisiné des plats pour que Caleb mange tranquillement, qu'il n'ait pas à se commander des pizzas tous les soirs. Il lui a fait des petits trucs qu'il a juste à mettre au micro-ondes pour manger. Après, évidemment, il avait quand même le droit de se faire un petit plaisir. Il avait un peu d'argent pour se commander un soir une pizza si jamais il voulait. En gros, ils avaient tout prévu pour que Caleb soit bien. Et vous savez peut-être de quoi je parle si jamais vous avez déjà eu l'occasion de passer des soirées seuls chez vous quand les parents allaient dîner à l'extérieur ou quoi. C'était les meilleures soirées de notre jeunesse. Pour Caleb, c'est la fête. Déjà la première nuit, il se couche vers 3 h du matin, il a passé sa soirée à jouer aux jeux vidéo, il était refait. Donc vu qu'il s'était couché assez tard, le lendemain il s'est levé assez tard également. On est le week-end, donc on s'en fiche un petit peu, on profite. Quand il se réveille, il regarde son téléphone, il a vu qu'il était 13 h et il s'est vite préparé parce qu'il avait rendez-vous avec des amis pour jouer au hockey à 15 h. Caleb nous dit qu'il est quelqu'un qui apprécie les très longues douches.
Et là, sachant que ses parents sont pas là, il était dans la douche pendant à peu près 45 minutes à regarder sur son téléphone des trucs, Twitter, Reddit, les réseaux sociaux, quand il a entendu quelque chose. Il a entendu la porte d'entrée de sa maison s'ouvrir. Il nous dit que sa salle de bain se trouve à côté du haut des escaliers qui, eux, se trouvent juste devant la porte d'entrée. Caleb éteint la douche, il essaye d'entendre le moindre son, mais rien. Il se dit donc que c'est peut-être le vent, ou peut-être même que c'était ses parents qui étaient rentrés plus tôt. Il sort de la douche, il met sa petite serviette, et il va voir tranquillement pour en avoir le cœur net. Caleb descend tout doucement les escaliers qui grincent à chaque pas. Il ne sait pas vraiment pourquoi il cherche à être discret, mais c'est à ce moment-là comme un réflexe. Il réfléchit pendant qu'il descend les escaliers marche après marche. Il se dit qu'il n'y avait aucune raison que ses parents soient si silencieux parce qu'il n'entend vraiment rien du tout. Également, il se dit que si jamais il y avait des cambrioleurs, les cambrioleurs feraient du bruit pour chercher des objets de valeur. Donc, dès qu'il arrive vers la fin de l'escalier, Caleb se dit « t'es une mauviette », il rit un peu de lui-même et il décide de remarcher normalement. Il regarde devant lui la porte d'entrée, le salon, rien du tout, et il tourne donc vers la cuisine. Et là, un homme se tient à quelques mètres à peine devant lui. Cet homme le regarde fixement droit dans les yeux et il lui sourit. Et c'est pas forcément le regard de l'homme ou son sourire qui a créé des frissons chez Caleb. Ce qui lui a fait le plus peur, ce sont les bras de l'individu. Il se tenait pas droit, il n'avait pas les bras croisés. J'essaie de vous le montrer parce que je suis pas sûr que j'arriverai à trouver des images pour l'illustrer. Mais vous savez, le bras normalement il est droit. Là il est retourné comme si en fait ses bras étaient à l'envers. Donc évidemment, sachant que c'est pas une position naturelle, c'est ça qui tout de suite a attiré le regard de Caleb. Caleb est terrorisé, mais il ne sait pas du tout pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Il a fait un pas vers l'homme et il lui a mis une droite. Il ne sait pas ce qui lui a pris de faire ça. D'un côté, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Pas du tout. Mais dès qu'il a repris conscience des choses, là, Caleb s'est enfui. Il est monté en haut des escaliers. D'ailleurs, pendant sa fuite, sa serviette est tombée. Il a sprinté dans sa chambre et il a verrouillé la porte et il a mis une chaise pour la barricader. Il a tout de suite un très bon réflexe. Il appelle la police. Il a quelqu'un en ligne, il raconte tout ce qu'il s'est passé. L'opératrice qui est en ligne avec Caleb le rassure et dit qu'elle envoie tout de suite des unités sur place. Caleb est assis dans un coin de sa chambre et il regarde la porte. Il a peur que l'homme essaie de défoncer sa porte. Et il remarque qu'il y a de la lumière qui vient de sous la porte et que cette lumière disparaît. Il comprend tout de suite que l'homme qui s'est introduit chez lui est maintenant devant la porte de sa chambre. Caleb, qui est toujours en ligne avec l'opératrice, ne fait pas le moindre bruit, il ne veut pas montrer qu'il est dans la chambre même si l'individu sait clairement qu'il est là. Caleb a peur pour sa vie parce qu'il se dit qu'il a énervé l'homme en le frappant, mais au bout de quelques minutes qui lui semblent durer une éternité, il voit que la lumière sous sa porte réapparaît et il entend également des bruits de pas très légers qui s'éloignent ainsi que le craquement de l'escalier au loin. L'homme était parti et plus tard, Caleb a entendu à sa porte d'entrée des personnes qui frappaient et qui sont entrées. Ces personnes-là, c'était 2 officiers de police, et le comprenant, Caleb est sorti pour leur raconter ce qu'il s'était passé. Caleb a fait un portrait robot de l'homme qui est entré chez lui, mais même avec cette information et tout ce qu'il a pu donner, l'homme que Caleb a vu n'a jamais été retrouvé. Évidemment, les parents de Caleb, quand ils ont eu vent de cette histoire, ne l'ont plus jamais laissé seul. Caleb vérifie maintenant toujours que les serrures de la maison sont fermées, et bien que parfois il ait l'impression de revoir cet homme, il l'assure qu'il va bien. Ce qui est mystérieux dans son histoire, et c'est ce que Caleb dit, c'est qu'il ne sait pas du tout ce que l'homme voulait, ni évidemment qui il était. Ça ne l'importe pas vraiment, lui tout ce qu'il veut c'est qu'il soit arrêté, c'est devenu clairement sa phobie. C'est là que son histoire s'arrête, une histoire assez folle. Les histoires d'intrusion c'est toujours quelque chose qui fait son effet, je trouve, et là on a une histoire d'intrusion qui est assez atypique parce qu'on n'a pas juste affaire à un cambrioleur. Quelles étaient les intentions de cet homme? C'est assez dur à dire. Est-ce que c'était quelqu'un qui a vu que la maison était vide et qui pensait que Caleb n'était pas là et qui voulait peut-être se servir de la maison pour y vivre le temps d'un week-end? C'est possible, ça c'est déjà vu, hein, des personnes qui s'introduisent par effraction dans des maisons pour y vivre quand les personnes qui y vivent habituellement n'y sont pas. Ou alors c'était un cambrioleur avec une certaine folie, qui était prêt à faire des choses graves si jamais il était pris sur le fait, et qu'il a entendu Caleb descendre les escaliers, et le comprenant, il était prêt à faire du mal à Caleb. Je sais pas, c'est assez dur à dire. En tout cas, bien que tous les éléments ne nous permettent pas d'établir quelles sont les intentions de l'homme, les faits, eux, présentés par Caleb, restent assez terrifiants. Je vais vous partager le témoignage de quelqu'un qui ne présente pas quelque chose qui lui est arrivé à elle, mais qui est arrivé à
sa grand-mère que nous allons appeler Isabella. Isabella est quelqu'un qui est né en Ukraine, et en 1932, alors qu'elle était âgée de 19 ans, il s'est passé un événement horrible appelé l'Holodomor, ce qui était une période où il y avait une extermination de la population par la faim. Il y a eu des millions de morts, des personnes qui sont mortes de faim, et certaines personnes, pour éviter de succomber à cette faim, se sont penchées vers la viande qui était le plus présente, au-delà de la nourriture classique, les humains, la viande humaine. Donc Isabella a raconté qu'il n'était pas rare que les familles tuent le plus jeune des enfants pour le manger. Après la période de famine, les choses ont commencé à s'améliorer, mais la nourriture demeurait encore assez rare. Certes, cette fois-ci on avait de la nourriture, mais c'était très cher. Et bien que les temps sombres soient terminés, soient passés, Isabella est sûre que la consommation de viande humaine, elle, ne s'est pas encore totalement dissipée. Ce qui lui fait dire ça, c'est quelque chose qui lui était arrivé. En 1936, alors qu'elle était enceinte de la mère de la personne qui a partagé l'histoire sur Reddit, elle cherchait des légumes frais. C'était quelque chose comme une envie de grossesse, donc elle voulait des légumes frais, donc elle allait avoir des légumes frais. Elle était sortie, elle marchait dans les rues pour trouver ce qu'elle voulait, et elle avait du mal à trouver, jusqu'à ce qu'une voix l'interpelle. Quelqu'un lui a dit « Madame, avez-vous besoin de quelque chose ?» Et la personne qui l'a interpellée n'était autre qu'un petit garçon de 8 ans, qui était bien portant. Il avait de belles joues, il avait un petit visage potelé. Isabella a donc dit qu'elle était à la recherche de légumes frais, et là, le jeune garçon a souri. Il a dit qu'il connaissait l'endroit parfait où elle pourrait trouver ce qu'elle désire. Ça se trouvait à quelques pâtés de maison, mais bien que déterminée, Isabella restait assez méfiante. Elle s'est donc rendue là où le petit garçon lui a dit d'aller, et alors qu'elle commence à arriver là où elle devait aller, une odeur lui pique le nez, comme si en fait elle se trouvait dans un abattoir. Elle voit une sorte de magasin, avec pas une porte mais un rideau qui faisait office de porte. Isabella pousse le rideau et s'aventure dans le magasin, et là, elle est horrifiée. Il y avait un homme et une femme. Il y avait derrière l'homme, juste au-dessus de sa tête, une étagère en bois, et sur l'étagère, il y avait une tête humaine. Il a commencé à marcher vers Isabella, et la femme, elle, a crié « Stop !» Elle a regardé Isabella, de haut en bas, et avec une voix assez déçue, elle a dit « Il sait pourtant qu'on a des normes, on ne tue pas des femmes enceintes. » Isabella suppose qu'en fait elle parlait du petit garçon. La femme continue de parler en disant « Partez, mais ne dites jamais ce que vous avez vu, parce qu'on peut changer d'avis. » Isabella n'a pas eu besoin qu'on lui répète 2 fois cette phrase-là, elle est partie directement. Quelques années après, elle a déménagé aux États-Unis, loin de cet environnement qui était, vous en conviendrez, pas le meilleur pour élever un enfant. Isabella a raconté cela à sa famille comme une anecdote parce qu'il ne lui est rien arrivé derrière. Mais si jamais elle n'avait pas été enceinte à ce moment-là, Isabella aurait très probablement perdu la vie et son corps aurait sûrement servi pour nourrir d'autres personnes. C'est très malsain. Déjà, le jeune garçon, qui était bien portant, c'est-à-dire qu'il était sûrement bien portant parce qu'il mange de la nourriture humaine, c'est infect. La situation, hein, pas la nourriture humaine, je sais pas, j'ai jamais goûté. Et de se dire que ce jeune garçon est complice de tout cela et qu'en fait, il est là pour mettre en confiance des personnes, pour les attirer dans un endroit, et qu'ensuite ces personnes-là se font assassiner puis dévorer, c'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. L'histoire se suffit à elle-même, elle est extrêmement malaisante. Dans cette dernière histoire, je vais vous présenter le témoignage d'Ethan. Ethan avait 10 ans et vivait dans une petite ville côtière qui était entourée de grandes forêts. Chacune des maisons avait des forêts qui se trouvaient autour d'elle. C'était quelque chose d'assez beau, mais de nuit ça pouvait également être assez effrayant car il n'y avait rien qui éclairait la forêt, donc la seule chose qu'on voyait au-delà des premiers arbres qui jonchaient le jardin des maisons, c'était l'obscurité. Au moment où Ethan raconte ses faits, il a 21 ans, il regrette un petit peu l'endroit où il vivait quand il était jeune, mais à chaque fois qu'il se rappelle de ses beaux souvenirs, un souvenir terrifiant vient se joindre à ses pensées. Ethan, qui était certes jeune mais assez mature, avait l'habitude d'être laissé seul chez lui. Pas pour rester tout un week-end seul comme dans une des histoires précédentes, mais si jamais sa mère allait par exemple voir sa tante ou sa grand-mère qui vivait à quelques minutes à peine de chez lui, là il pouvait rester seul. Ethan était très reconnaissant d'être pris au sérieux et de pouvoir rester seul, donc il ne faisait rien qui lui retirerait entre guillemets ce privilège. Pour lui, c'était un bon moment où il pouvait jouer aux jeux vidéo tranquillement ou regarder la télé sans être dérangé. Et de temps en temps, Ethan allait dehors
pour explorer les bois qui se trouvaient juste derrière sa maison. Il n'allait jamais très loin, il ne partait pas non plus en exploration, il faisait juste quelques mètres dans la partie boisée derrière sa maison, et en fait il y avait une petite formation rocheuse, et c'était là à chaque fois qu'il s'arrêtait. Il aimait se poser sur ces rochers et regarder les arbres aux alentours. Quand il était sur le rocher, il voyait toujours sa maison, donc il savait qu'il n'était pas très loin. Ça lui donnait un sentiment de sécurité, et à aucun moment, Ethan avait un sentiment de malaise ou de peur quand il était seul dans la forêt comme ça. C'est vrai que quand on a quelque chose de rassurant en vue, on a tendance à avoir moins peur. C'est typiquement ce que Ethan vivait à ce moment-là. Donc un soir, considérant que c'est un peu le petit endroit d'Ethan, son petit endroit privé, où il est seul, Ethan se rend en haut des rochers, il escalade tranquillement pour se poser. Et alors qu'il est en haut de son petit rocher, il entend un son, mais un son qui n'est pas naturel du tout. Comme un bébé qui pleure au loin. Ethan n'est pas vraiment effrayé en entendant ce son, il est plutôt perplexe. C'est assez étrange effectivement dans une forêt d'entendre un bébé qui pleure. Il pense que son esprit lui joue un tour, qu'il confond peut-être le bruit du vent avec des pleurs de bébé, mais à force d'écouter pendant quelques minutes, il en est sûr. C'est bien des pleurs. Peut-être pas des pleurs de bébé, mais des pleurs de quelqu'un. Donc Ethan pense que c'est peut-être une jeune fille qui s'est aventurée dans les bois, qui s'est perdue et qui stresse, donc qui pleure. Ethan se dit donc qu'il va peut-être retourner chez lui, appeler sa mère pour aller fournir de l'aide à cette jeune fille qui semble en avoir besoin. Mais il se dit quelque chose qui peut être en soi rationnel. Il se dit que le temps qu'il aille chez lui, appeler sa mère, que sa mère arrive, la jeune fille pourrait s'aventurer plus loin dans la forêt et se perdre d'autant plus et ne plus être perceptible par Ethan. Donc Ethan décide d'essayer de localiser la jeune fille lui-même. Donc il quitte son rocher, il s'aventure au travers des arbres, en suivant le son des pleurs, et alors qu'il est en train de s'aventurer dans la forêt à la recherche de la jeune fille, Ethan ne se rend pas compte d'une chose dont il a pris conscience plus tard, c'est que les pleurs étaient constants. Vous savez, quand on pleure, ça vient un peu par vagues. Là, c'est comme si la personne pleurait en boucle, et le son était le même en fait. Vous savez, quand on pleure, on va renifler un peu parce qu'on a le nez qui coule, etc., etc. Enfin, vous comprenez un petit peu, vous avez peut-être déjà pleuré dans votre vie, vous voyez de quoi je parle. Là, le son était entre guillemets stable. Et plus Ethan se rapprochait du son, plus le son lui semble de moins en moins naturel et beaucoup plus mécanique. À un moment donné, Ethan arrive dans une sorte de petite clairière où il y a moins d'arbres, il y en a toujours mais moins. C'était une zone où Ethan ne s'était jamais aventuré avant. Et c'est là, dans un buisson, qu'il trouve l'origine du son. Ce n'était pas une jeune fille qui pleurait, c'était un magnétophone qui jouait les bruits de pleurs. Ethan est assez dérangé, il pensait avoir affaire à un être humain, mais non, il a affaire à une machine. Il décide donc d'éteindre le magnétophone, et dès qu'il a éteint le magnétophone, un autre son attire son attention. Cette fois-ci un son beaucoup plus naturel, des bruits de pas qui s'avançaient dans sa direction, et quand Ethan a relevé ses yeux du magnétophone vers l'horizon, il a vu une silhouette assez large avancer doucement vers lui. Dès qu'il a vu cette silhouette, Ethan a décidé de prendre la fuite. Il s'est précipité dans la forêt, il avait identifié quelques repères pour pouvoir rentrer chez lui, retrouver son chemin, et son objectif dans sa tête est très simple, rentrer chez lui. Rien d'autre, pas faire de détour, aller chez lui se mettre en sécurité. Il arrive au niveau des rochers qu'il aimait escalader, donc il savait qu'il était pas loin de la maison. Il avait mis quelques minutes à peine tellement il avait couru vite pour retourner chez lui. Il s'est barricadé dans la maison, il a verrouillé les portes, il a éteint les lumières et il s'est caché dans sa chambre. Il ne voulait pas donner d'indices concernant son habitation si jamais la personne qui l'avait suivi était arrivée jusqu'au niveau des maisons. Il ne voulait pas montrer quelle maison était la sienne. Ethan a fermé les rideaux de sa fenêtre, mais il est resté sur le côté, dans l'obscurité de sa chambre, donc invisible, à regarder si la personne qui avait en soi utilisé le magnétophone l'avait suivi, mais non. En tout cas, Ethan n'a rien vu. Il est resté à peu près pendant 1 heure, à côté de sa fenêtre, pensant que quelque chose allait sortir de la forêt, mais rien. Ethan est ensuite parti se coucher, assez choqué de ce qu'il avait vécu, mais épuisé suite à l'adrénaline qui avait parcouru tout son corps, et il dit qu'il n'a jamais parlé de ce qu'il avait vu à sa mère, mais ce qu'il a vécu l'a changé, parce qu'après ces événements, il n'est plus jamais allé dans la forêt seul, comme il l'avait fait, même jusqu'au niveau de la formation rocheuse qu'il aimait tant escalader. C'est là que le témoignage d'Ethan s'arrête. Encore une fois, je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que la personne qui a surpris Ethan était quelqu'un de malsain, parce qu'à partir du moment où on essaie de duper quelqu'un avec des faux pleurs, c'est que nos intentions ne sont pas forcément très bienveillantes. Après, qu'est-ce que cet homme essayait de faire? Est-ce qu'il voulait duper un enfant parce qu'il avait vu qu'Ethan
aimait se rendre au niveau des petits rochers de nuit. Peut-être qu'il l'avait observé depuis un moment et qu'il voulait l'attirer plus loin pour pouvoir l'enlever ou lui faire autre chose de très malsain. Ça, on ne le sait pas. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de cette histoire. Je pense, moi, que la théorie de il y avait quelqu'un qui avait remarqué Ethan et qui voulait l'attirer loin pour l'enlever se tient pas mal. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 threads d'horreur. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était encore une fois un plaisir pour moi de vous partager ces histoires. J'espère avoir réussi à vous créer du frisson. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je le redis en conclusion de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces histoires. Maintenant que vous les avez toutes entendues, n'hésitez pas à me dire quelle histoire vous a le plus soit choqué, soit l'histoire qui vous a mis le plus mal à l'aise. Vraiment, c'est avec plaisir que je vais voir tout ça et que je vous répondrai. N'hésitez également pas à laisser un j'aime sous la vidéo si elle vous a plu, c'est également très important. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront et évidemment merci à ceux qui se sont déjà abonnés. Depuis longtemps, c'est un plaisir pour moi de vous partager toutes ces histoires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!